L'ENS n'est pas du tout, et la propédeutique althussérienne finalement est complètement extérieure à la problématique du livre. C'est la question en fait. Où est-ce qu'il y a une corrélation? En tout cas, j'étais tout le temps avec lui. J'étais un peu son petit frère. C'était pas simplement. Nous n'étions pas nombreux à l'école, n'est-ce pas? Il n'y avait que 2 noirs, je crois, ou 3. Et puis ensuite, moi, j'étais son élève, puisque j'étais philosophe. Ce qui est amusant, parce que j'ai lu récemment, enfin plusieurs fois évidemment pour l'éditer, et je me souviens ce que tu dis, tu parles de coupure épistémologique en parlant de Lévi-Bruhl. Alors c'est peut-être le paradoxe aujourd'hui, c'est qu'il y a plus une coupure épistémologique attestée chez Lévi-Bruhl, elle est évidente entre la pensée primitive et les carnets, où justement il revient sur lui il dirait plus l'émotion est nègre, ma raison est hélène, il ne pouvait plus le dire, il s'est rendu compte Lévi contre Bruhl. Voilà, exactement, voilà, docteur. Et effectivement le paradoxe c'est que finalement la coupure épistémologique chez Althusser n'a cessé de reculer. C'est évident que j'étais son élève en tant que... C'est un peu comme ça qu'on pensait. Oui, même mon livre sans j'ai souvent parlé de coupure épistémologique. Donc dans ce sens-là, j'avalais ces concepts, c'est évident. Je ne vous l'ai jamais dit, ça me fait penser tout d'un coup, mais je veux dire, je devais avoir 17 ans, ça remonte très loin. Et la première fois que j'ai entendu parler de votre livre, c'était quelqu'un qui était un althussérien, un cadre des caisses d'épargne, mais enfin qui avait une bonne culture philosophique, qui m'a dit, mais il faut, toi qui connais l'Afrique, il faut absolument que tu lises Stanislas Adotevi, d'accord, parce que ça va te changer de... C'est sûr que son influence a été... Il a eu une grande influence sur moi, c'est sûr. C'est sûr, mais je ne sais pas si c'est... Mais pas du tout avec ni le concept de négritude, dont vous nous avez fait un petit peu l'historique raccourci, ni la controverse qui est un petit peu derrière tout ça. Il n'était... Bien sûr, il connaissait Senghor. Non, c'est-à-dire, en fait, il n'avait jamais été seigneurien, il n'y avait pas beaucoup d'estime pour Senghor. Il considère que Senghor aurait dû être plus autre chose que ce qu'il... Bon, alors il y avait aussi, n'oublions pas qu'il y avait Pompidou. Il y a eu une histoire aussi... pas compliqué, simplement, c'est Pompidou devenu, je crois, Premier ministre ou je ne sais pas quoi. Bon, il était encore chez Rothschild. Quand De Gaulle est venu au pouvoir, il a voulu que De Gaulle visite l'école. Et donc De Gaulle est arrivé à l'école, il y a eu un barrage, il a voulu serrer des mains, De Gaulle, les gens l'ont envoyé promener, l'ont insulté, nous ne serrons pas votre main, la main de votre politique. Enfin, ça a été un grand scandale, enfin, je crois que c'était, s'en souvient encore, c'était encore dans les journaux. Donc, mais ça, donc finalement, il est vrai que l'école n'était pas très gaulienne. Inféodée, ouais. Oui, il y avait, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est ce qu'on appelle depuis le Moyen-Âge les franchises universitaires. On va peut-être, il y a peut-être maintenant on a dit qu'on passait la parole aux questions du public. Oui, une dernière chose, juste très, très rapidement. Moi, en tant que lecteur de l'extérieur, il ne me semble pas voir une influence conceptuelle d'Althusser dans l'articulation du livre. Oui, non, même si au niveau humain, vous l'avez connu beaucoup mieux. Oui, ça a été un professeur. Mon professeur, est évident que estimé. Son style, parce qu'au final, Althusser n'était pas un philosophe tragique. C'était un poète. Je ne sais pas si ce que je dis est clair, mais enfin, en tout cas, c'était un poète. Il est évident que... C'est instructif, en tout cas, c'est éclairant, disons. C'est clair. C'est clair ou c'est tellement clair que il a donné sa méthode, hein, il faisait des carottes dans les pensées des auteurs, une sorte de sonde, enfin, ce qui faisait d'ailleurs que... c'est un peu bizarre dans les Mœurs à Sainte-Savie, l'avenir dure longtemps, où il dit en fait... L'avenir dure longtemps. Oui, quand il parle de la psychanalyse et le marxisme, il dit bon, Freud finalement je ne connaissais pas très bien, mais grâce à mes étudiants... Il dit les étudiants brillants, alors ça lui servait aussi à justement, peut-être il servait de vous aussi pour écrire ses livres. Ça peut être aussi dans l'autre sens. Hein, je crois. Vous avez connu Linhart? Oui. Vous devez rien en dire ou quelque chose? Non. Bien sûr. Non, pas du tout. Non, c'est pas. Non. Qu'est-ce que vous pensez plutôt de la nouvelle génération des philosophes marxistes africains? Je pense à Souleymane Bachir Ndiaye, qui m'a fait connaître notre ami ici présent, ou votre contemporain, Untonji, par exemple. Ils sont venus bien après nous, n'est-ce pas? C'était... plus jeune que vous.
D'abord, ils sont normaliens comme le sont les normaliens, mais très tôt, lui aussi, il a été influencé sûrement par l'esprit de l'école. L'esprit de l'école qui n'était pas. Et Bachir n'est pas normalien, mais il est engagé. Il est plutôt, disons, il a chez lui moi, j'ai toujours pensé que discours et action vont ensemble. Je ne peux pas. C'est pas. Bachir croit à la théorie. Il est théoricien. Bachir est un peu théoricien. Mais Bachir n'est pas un réactionnaire. C'est pas clair. Je ne sais pas. Peut-être que le public va nous éclairer. Peut-être. Bon, y a-t-il des questions dans le public? S'il n'y en a pas, on en a d'autres en réserve. Non, ils ont l'air d'être sous le charme. Donc, oui, à propos de... Je voudrais revenir juste un petit peu en arrière donc, sur le contexte. Donc, ce contexte, c'est les années donc 70, hein, juste après 68 de Normal Sup. Donc, moi, c'est 58. Oui. Non, mais celui dont on vient de parler. Le livre, donc. C'est ça. Première édition du livre, c'est quelle année? 72, oui. 72, hein, c'est ça. 72, il y a eu 5 éditions. Ouais. En fait, Il y a eu le congrès d'Alger en 69. Oui. Puis après, il y a eu le congrès d'Alger en 69. Je crois que c'est là peut-être que ça a pris. Voilà, c'est ça, oui. C'est parce que j'ai compris. Donc, dans l'intermède votre ex-collègue normalien Pompidou de Premier ministre est passé président de la République. Peu de temps après, il va disparaître et il va être remplacé par Giscard d'Estaing. Historiquement, le livre paraît donc, la première parution, c'est en 72. Sous Pompidou. Sous Pompidou. Hein. Dans un contexte où ce qu'on appelle aujourd'hui la France-Afrique est en train d'ailleurs de se transformer un petit peu, puisque sous Giscard, elle sera déjà complètement différente. Là, elle sera vraiment complètement différente de ce qu'elle était du temps de Gaulle. Sous Pompidou, les rapports justement du pouvoir avec Senghor, avec les gens dont on a parlé, l'élite politique ou intellectuelle des pays nouvellement indépendants de l'ancienne communauté. Est-ce que le livre s'inscrit aussi dans cette situation de débat idéologique et de débat justement entre le pouvoir français et les... C'est-à-dire que le livre s'adresse à tous ceux qui ont des traîtres. Je vous laisse l'entière liberté et choix de vos épithètes. Oui, à tous ces gens-là qui sont à la recherche d'une place, et même des gens qui sont très brillants, très intelligents, qui ont autrefois avaient eu des paroles fortes, qui brusquement, n'est-ce pas, à un moment où il y a eu d'autres étudiants, n'est-ce pas, sont partis en Guinée pour aider la Guinée, comme David Diop, tous ces gens-là. Comment ça s'appelle, Kizerbo, tous ces gens. Il n'est quand même pas normal que des gens qui étaient des grands révolutionnaires qui hurlaient se retrouvent brusquement quelque part où ils ne doivent pas se retrouver. Non, c'est pas normal. C'est normal. Ah. Qu'est-ce que vous en dites justement? Moi aussi, c'est pas normal. C'est pas normal. Claire, est-ce que vous savez comment et Senghor et Césaire ont reçu le livre? J'ai été chez... j'étais maintenant donc à Paris 7 et j'avais comme assistante une amie de Césaire qui a fait un livre, question. Liliane Question. Qui a tenu à ce que je rencontre. Lui-même m'a demandé de me rencontrer. Je l'ai rencontré, on a longuement discuté. Et il m'a d'abord dit, il m'a reproché un certain nombre de choses. Pourquoi est-ce que tu t'en prends à telle personne, Yann, etc. Et Dieu merci, il n'a pas parlé du père... Senghor. Non,
le jésuite là qui parlait de l'âme noire. Temples. Il n'en a pas parlé. Mais le pape de l'ethnophilosophie. Et il m'a dit, écoutez, tous ces gens nous ont fait découvrir des choses à un moment où vraiment tout le monde parlait de... Nous étions des sauvages, des choses. Et ces gens ont dit des choses que nous avons apprises qu'après. Et donc, je crois que tu as été trop loin. Je dis, oui, d'accord, mais de toute façon, je n'ai pas été plus loin que toi, parce que finalement, il y a chez toi une sorte de vocifération qui vont encore beaucoup plus loin que mes cris, mes pauvres petits cris. Alors, il a souri, et on s'est embrassé. Ça a dû lui faire plaisir. Ouais. C'est tout. Puis je l'ai retrouvé plus tard aux États-Unis, en Martinique, à une conférence. Il est venu m'embrasser dans la salle et tout ça. Voilà, puis on n'a pas gardé de contact, malheureusement, on a écrit. Non. Je le regrette bien parce qu'on aurait pu très bien continuer à écrire, au moins à poursuivre le débat, la conversation, parce qu'il me donnait absolument raison. Et c'est évident qu'il m'a fait comprendre que Senghor, c'était une écriture heureuse, et finalement, il reprochait même son comportement vis-à-vis de Sékou Touré. Et Senghor, ça a été une femme de recevoir. Comment il a réagi? Senghor, c'était son vieux copain. C'est difficile les relations avec... ils étaient en épocaille ensemble, ils étaient deux noirs. Bon. Non, je veux dire, Senghor à ton livre. Est-ce que tu as des échos? Enfin, j'imagine que ça n'a pas dû lui plaire, évidemment, mais... Non, mais voilà, il y a une chose aussi, et là je l'expliquais, je sais pas, au journaliste qui était avec moi. Senghor, c'est quand même... Il croit en la démocratie formelle, n'est-ce pas? Senghor, c'est un intellectuel qui... comparé aux autres chefs d'État. Voilà. Quelqu'un qui croit aux principes latino, gréco, tout le reste. Enfin, Montesquieu. Et donc, il n'a jamais été un chef d'État brutal. Il y a eu, tout au long de son il y a eu un seul mort, et c'était là qui était son ministre de l'Intérieur, qui était français, là. Colin. Donc, finalement, il a toujours voulu il a juste une sorte de rapprochement avec les intellectuels. Mais bien entendu, son discours était tellement proche du discours colonial que la plupart des intellectuels le rejetaient, étaient rejetés. Et donc, beaucoup d'entre eux disaient que je devais venir enseigner ou faire un cours non, c'était simplement pas chacun. Pas encore. Pas encore. Et les gens m'ont déconseillé d'y aller. J'ai dit, il n'y a pas de raison que je vais aller. Mais il est évident que si ça va... Alors, je suis arrivé, normalement, il n'y a pas eu de problème à la douane, à l'aéroport, pas de problème, je suis rentré. Bon, bien entendu, j'ai pris beaucoup de parapluies, j'ai écrit à tout le monde dès que j'arrivais. Bon, bref, je débarque, et le lendemain, il envoie... Alors, il y a un garçon qui a joué un rôle très important, c'était son journaliste là, comment il s'appelle La Géorgie. Non, le président Le Soleil. Ah oui, le quotidien, oui. Le Soleil. Celui de Dakar. Celui de Dakar. De Dakar Presse. Qui lui était vraiment intéressé par le livre, mais trop proche de Senghor, il n'osait pas l'avouer. Donc, il m'a fait... Et le lendemain de mon arrivée, il a su bien entendu que je suis arrivé, il m'a fait venir chez lui, Senghor. Et nous sommes restés à bavarder jusqu'à 11h du soir. Il m'a expliqué des tas de choses. Alors, c'est vrai, il y avait des choses comme celle-ci. Après, j'allais souvent le voir. Et il me disait, ouais, vous, à l'OTV, ouais, vous avez raison. Vous avez raison de dénoncer les négrologues. Alors, je me disais, ceux qui n'entendaient pas les négologues, étaient-ce les blancs, ou étaient-ce, je ne sais pas qui c'était, mais en tout cas,
je vous donne raison, vous avez bien fait d'attaquer les négrologues. Et puis, bon, il m'a parlé un jour de la civilisation de l'universel. Je lui ai marqué mon désaccord en disant que il ne peut pas y avoir de civilisation universelle tant qu'il y aurait une domination, soit d'une culture sur l'autre. Elle me dit, alors c'est à vous de continuer de ce travail. Et puis, bon, elle a décidé de venir chez moi. C'est la première fois qu'il faisait ce travail, qu'il venait chez un particulier. Et donc il est venu chez moi l'après-midi, on est resté longtemps à discuter, à parler de tas de choses, à parler de l'Afrique, de l'avenir de l'Afrique, bien entendu. En ce moment-là, il y a... Senghor. Oui, mais chez vous, à quel endroit? À Dakar. À Dakar, à l'époque. Dakar, oui, à l'époque. Et puis après, alors, une histoire assez curieuse. Il me dit, vous savez, quand nous étions étudiants, nous étions très racistes. Césaire et moi, nous voulions... Il avait épousé la fille d'Eboué, le gouverneur Eboué. Félix Eboué. Et ils ont continué à divorcer, ils ont eu 3 enfants qui sont morts. Il y a eu beaucoup de tragédies personnelles. Alors, quand j'étais étudiant, ce qu'on lui reprochait, n'est-ce pas, c'est d'avoir divorcé de la noire pour épouser la blanche, tout en parlant de négritude, n'est-ce pas, et il me dit, nous, on ne voulait pas épouser de femmes blanches, etc. Alors j'ai dit, mais, monsieur le Président, mais c'est pas une question de mariage, c'est pas une question de couleur. On épouse qui on peut. Il est éclaté de rire. C'est la voix de la sagesse. Mais c'est tout. Quand vous aimez quelqu'un, vous l'épousez, puis c'est tout. Vous n'avez pas besoin de chercher sa couleur. Ça n'a rien à voir. Alors, il s'est tué longtemps. Alors, il s'est tué. Et puis, bon, c'est le lendemain ou une semaine après qu'il est venu chez moi. Donc, ça veut dire que c'est un homme assez complexe, assez compliqué, assez. Peut-être même. Peut-être douloureux, j'en sais rien. Ou alors, c'était un politicien qui savait les limites. Il savait que, bon, il avait besoin de la coopération française, de tout ça. Et donc, il y a une limite qu'il ne fallait pas franchir. Voilà. Peut-être. J'en sais rien. En tout cas, je dois témoigner, il est différent des autres chefs d'État africains qui s'étaient envoyés arrêter à l'aéroport et m'auraient mis en prison. Puisque plus tard, dans mon propre pays, n'est-ce pas, j'ai été mis en prison, frappé par les militaires, et puis... L'histoire du Kérékou? Ah non, c'est pas tant que l'histoire du Sénégal vous donne raison. L'histoire du Sénégal après l'indépendance vous donne raison. C'est un pays où il y a une vie démocratique supérieure à la moyenne de la région. Supérieure. L'histoire du multipartisme, c'est lui. Donc il faut chercher quelque part. Il a des qualités qu'il faut lui reconnaître. Mais je crois que son souci, sa vérité, c'est la culture européenne, la culture, plus pratiquement la culture française. Et la langue française. La langue française. Et il y croyait vraiment. Lui, Aragon faisait les plus grands amoureux de la langue française. Mais sans des raisons différentes. Sans l'essentialiser, c'est aussi un sérère et un catholique dans le Sénégal. Ah, alors, voilà, c'est un pays, le Sénégal est un pays très bizarre, effectivement. Voilà un bonhomme qui est chrétien, catholique, mais croyant. Puisque finalement, il y a eu une grande histoire, parce que pour le divorce, et pour épouser Colette après, il a fallu demander à la Rote, à Sainte-Rote, n'est-ce pas, à Rome, qui décide qui va le divorcer, qui confirme le divorce ou bien les rejette. La nullité du mariage précédent. La nullité du mariage précédent. Alors, donc, l'une des raisons, c'est d'avoir n'aura pas eu de rapport sexuel avec son conjoint. Ah, ben ça va. Oh, là, il y a quand même 3 enfants, c'est Mais difficile. c'était difficile. Enfin, bon, on ne sait Bon, jamais. bon, Mais... Je dis pour les jeunes, on parle d'un président catholique dans un pays à 90%. Alors, totalement, un pays où il y a 90%. Oui, parce que par exemple, la situation du Sénégal, de ce point de vue-là, n'est pas du tout la même que la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Voilà. Comme d'autres pays du Sahel, il y a plus de 80% musulmans. Oui, bon, donc Senghor. Alors. Il y a une question ici. Oui, vas-y. Ah, Oui. une question. À la bonne heure.
Je me permets de réagir quand j'entends dire que je suis sénégalais d'origine, que donc, le Sénégal, la démocratie, etc. Enfin, ça hérisse, comment dire, le poil des Sénégalais quand ils entendent ça, parce Certainement. que c'est une façon, si vous voulez, de promouvoir le type de régime, qu'on a connu au Sénégal, avec Senghor en particulier. Parce que n'oubliez pas quand même, hein, quand vous dites que Senghor était attaché à la démocratie, franchement, ça fait de la peine d'entendre ça. Senghor a, bon, je ne parle pas de littérature, parce que je ne connais pas très bien, mais le peu que j'en sais, c'est qu'il a eu des personnalités de très haut niveau dans le pays, qu'il a contribué à tuer. Mais alors, soit pratiquement physiquement, enfin, il y a eu des militants communistes qui ont été quand même brimés, enfin, il a maté, mais alors là, de la façon la plus féroce, le mouvement communiste au Sénégal, Majout, par exemple. Et au niveau culturel, pour rester sur le plan culturel, sur lequel il se glorifie de beaucoup de débats, bon, il a quand même été un opposant farouche à Ousmane Sembène. Ousmane Sembène, cinéaste qui a développé quand même des thèses universelles sur la femme, sur le développement économique, sur l'indépendance, etc. Il l'a maté jusqu'au bout. Cheikh Anta, que vous connaissez sans doute, qui a vécu aussi dans cette période-là, pareil. Cheikh Anta qui est considéré comme un savant, en tout cas de cette époque-là, qui n'a jamais eu sous Senghor la possibilité d'enseigner à l'université qui porte son nom aujourd'hui. C'est uniquement à la mort de Senghor, enfin à la mort, à la démission de Senghor, que bon, il a été réhabilité, on lui a donné la possibilité de travailler, etc. On a donné son nom à l'université, etc. Donc voilà deux personnalités. Pathé Diagne aussi, un linguiste qui a travaillé sur les langues, qui donc prônait le développement des langues nationales, pareil, éliminé par Senghor. Autrement dit, Senghor a vraiment cassé toutes les ressources intellectuelles dont disposait le Sénégal pour, sans parler évidemment de Mamadou Dia. Mamadou Dia qui défendait une autre thèse économique de développement économique du Sénégal. Vous connaissez sans doute l'histoire que Senghor lui a réservée. Bon, en tant que démocrate, bon, il a quand même accusé d'avoir fait un coup d'État, l'emprisonné je ne sais pas combien d'années, voilà, et briser toutes ces velléités d'indépendance et de construction nationale. Bon, ce qu'il faut dire aussi, quand on parle de démocratie au Sénégal, c'est que c'est un pays qui, au moment de l'indépendance, avait déjà une pluralité démocratique. Il y avait plusieurs partis qui concouraient à des élections, etc. Et Senghor qui a tout arrêté jusqu'aux années 80 pour autoriser de nouveau, enfin c'est même pas Senghor d'ailleurs, c'est Abdou Diouf. C'est sous cette pression, si vous voulez, des populations sénégalaises qui demandaient la démocratie, la liberté et tout ça, qu'on explique sous sa démission de cette façon-là. Il ne pouvait plus tenir, il était obligé de démissionner. On a vu qu'une fois qu'il a démissionné, il a mis son dauphin en place, mais son dauphin a été obligé d'ouvrir les vannes, de permettre à tous les partis de s'exprimer, les syndicats de s'exprimer. Non, le parti, non. Deux partis, non. Le plus parti a commencé avec Senghor. Oui. Continue. Oui, Senghor, pour lui, le pluralisme, c'était... Alors, il nous expliquait ça dans sa façon de faire de la poésie pour n'importe quoi, pour des questions économiques, pour des questions politiques, il en fait de la poésie. Il nous disait que, au Sénégal, 3 courants de pensée c'était suffisant. Voilà. Moi, je suis socialiste, lui, il était socialiste. Voilà. Et puis ensuite, il a permis à l'avocat de créer un parti libéral, il l'appelait libéral, et puis il est allé chercher quelqu'un qui a été rejeté du Parti communiste, Majmoud Diop. Il est allé le chercher, la sortie de la clandestinité, lui a ouvert une pharmacie, etc. Et lui a dit, bon, maintenant tu crées ton parti communiste. Voilà, les trois courants politiques qu'il a autorisés jusqu'à sa démission. Pour un anticommuniste, il n'y a rien de mieux qu'un communiste dissident. Très bien, monsieur, merci. Je me permets, si ça ne dérange pas, je me permets juste de vous répondre, parce que je me sens un peu responsable d'avoir fait allusion à
à la période de démocratie qu'il y a eu après l'indépendance au Sénégal, moi je suis très, très heureux de vous entendre et d'entendre rappeler la lutte, passée sous silence, vous avez bien raison, des opposants à ce régime dont la réputation démocratique a fait qu'on a ignoré les combats qui ont eu lieu, en particulier ceux du Parti communiste sénégalais. Donc vraiment c'est tout à l'honneur de leur mémoire et je suis heureux de vous entendre. Simplement ce que je disais, et je le maintiens, c'est que, hélas, je parlais en termes de moyenne régionale, et que j'ai connu tellement d'horreurs ailleurs, que voilà, c'est en termes, et quand c'est relatif. Quand Stanislas Spiro dit qu'il s'est senti en sécurité, nonobstant les précautions qu'il avait prises avant, c'est quand même quelqu'un qui connaît bien mieux la région que moi, et qui parle en termes comparatifs, je présume aussi, quoi, par rapport à d'autres pays, malheureusement. Sinon, vous avez parfaitement raison de dire que c'était pas non plus la négritude heureuse, hein, pour reprendre une expression. Non, je crois. Je peux dire qu'on est d'accord. Tout à fait, voilà. Je vais m'expliquer. J'ai fait une partie de mes études au lycée Van-Novel. J'étais au lycée Van-Novel, c'est cette génération-là. C'était aussi la génération de le vieux, là, le grand le socialiste, là, comment il s'appelle déjà? Il y a la période de Béchard et tout le reste. Il y avait effectivement qui a dit qu'il y avait une sorte de démocratie qui précédait Senghor. Multipartisme. Multipartisme. Bon, là, n'en parlons pas tout de suite. Mais ce que je veux dire, et je l'ai dit dans mon exposé, sa position politique, culturelle, a fait que beaucoup d'intellectuels se sont éloignés de lui. Je crois que nous sommes d'accord dessus. La deuxième chose, quand tu as dit qu'il a tué des intellectuels, etc., tu veux dire tuer, pas physiquement. C'est très important ça. Je ne veux pas faire, c'est une truc de, un mort c'est un mort, on ne fait pas de comptabilité, n'est-ce pas? Donc, il ne les a pas tués. Il les a éliminés et Cheikh Anta Diop dont tu parles, c'était un grand ami à moi. Quand il était à Paris, moi j'étais à Caen à un moment donné, et quand il venait à Caen, c'était pour faire une licence de physique, et il habitait chez moi. À Dakar, nous sommes restés de grands amis pendant tout le séjour, tout le temps que j'étais à Dakar. Et Cheikh Anta Diop a-tu été opposé à Senghor. Opposé de manière définitive. Et il y a Majmoud Diop. Bon, ça, la description est bonne, pas de problème. Je dis simplement comme pendant tout le temps, Senghor a été au pouvoir. Le seul mort, c'est l'enfant Diop, comment il s'appelle déjà? Blondin Diop. Et, pour des raisons qu'on connaît maintenant, je crois que Collet a été pour quelque chose dans cette histoire. Donc, ce que je disais, c'est simplement que Senghor, comparé aux autres, et compte tenu de sa culture, et de démontrer que cette culture est bonne, a été certainement de loin, moins diabolique, si on peut dire, que les autres chefs d'État africains. À cette période-là, c'était le parti unique, c'était le parti État, dans tous les pays. C'était des gens qui étaient en prison, il faut en affaire, qu'on tuait, il faut en affaire. Au Bénin, il y a eu des morts. Dans toute la région, quand même par tout ça, effectivement, si on fait le compte, c'est dommage, je fais des comptes de morts morbides. Mais ce qui est certain, quand tu compares, c'est quand même, par rapport aux autres, une différence. Il avait tous les pouvoirs. Il n'a jamais usé aucun contre le sens. Il avait tout le pouvoir, mais il n'a jamais, n'est-ce pas, il n'a jamais voulu utiliser
ce pouvoir pour lui-même. Je me rappelle une discussion entre le président Zissou et lui à propos de la fameuse la maison, les dents du requin, là, je sais pas, les dents de la mer. Ancien président Bénin. Oui, les dents de la mer, c'était amusant parce que moi je cherchais, je voulais s'arranger pour faire un prêt quelque part pour qu'on puisse pas l'accuser d'avoir pris de l'argent de la caisse. Ça, je peux témoigner. Donc c'est cet homme-là que je veux décrire. Je ne veux pas en faire. Cet homme qui est. Je ne veux pas en faire un saint. Je connais toute cette. Je crois que c'est certainement lui. En fait, quand les gens lisent le livre, ils disent ton livre est anti-Senghor. Et c'est vrai, beaucoup sentent ça comme un livre anti-Senghor. Alors c'est pas lui. Je décris simplement les insuffisances d'un discours. Maintenant, quand il s'agit du multipartisme, s'il avait été moins senghoriste, c'est-à-dire moins pro-négritique, moins pro-négritique, il avait été moins protégé. Il aurait eu certainement beaucoup de personnes autour de lui, beaucoup d'intellectuels qui étaient prêts à travailler avec lui. Donc, je te le concède, c'est vrai. Mais ce n'est pas un tueur. La deuxième chose, oui, excuse. La deuxième chose, quand il s'est agi de faire le pluralisme, sa position était claire. Ben, écoutez, on va faire comme aux États-Unis, c'est l'occidental, disons. On fait comme en Angleterre, il y aura un parti socialiste, c'est moi, et tu sais ce que ça signifie, son socialisme. Il y aura ensuite un parti, quelque chose de micmac, là, que ce soit droite, et puis il y a un parti, n'est-ce pas, de droite, ou d'extrême gauche, et ce que tu dis sur Majboud est tout à fait vrai. Mais il y croyait. Et c'est là où beaucoup lui ont répondu, parce que Ndiaye est un grand ami, Pathé Diaye est un grand ami, et on a toujours eu, lui et moi, les mêmes positions sur Senghor. On n'a jamais considéré que Senghor était un chef de village. N'est-ce pas, comment dirais-je, voilà qu'on appelait ça déjà. Il était différent des autres, au final. Bien que Pathé Diaye ait souffert de lui. Bon, donc, tes critiques sont justes, mais ce qui est certain, c'est que le Senghor dont nous parlons est autre chose que ce que le Senghor qui a fait une politique, n'est-ce pas, de coopération, non pas pour lui, mais parce que tout simplement, il ne voulait pas aller ailleurs. Il était d'un anticommunisme radical, il n'a jamais été aussi, il n'a jamais caché. Ça, c'était son problème, parce que pour des raisons bizarres, catholiques. C'est pas parce que il y avait. Non, pour des raisons catholiques, il ne pouvait pas comprendre qu'on ne puisse pas aller à l'église, bien que divorcé, n'est-ce pas? Voilà, c'était le bonhomme à qui on avait affaire. Donc, sur beaucoup de points, et d'ailleurs, quand certains lisent mon livre, ils disent c'est l'anti-Senghor, alors que c'est pas vrai. Je crois que j'ai répondu à ta question. Voilà, il y a une autre question. Et donc, je voulais. Ça veut dire, le livre s'appelle Négritude et négrologue. Donc je voulais savoir si est-ce que négrologue, finalement, c'est simplement les idéologues de la négritude, ouais, ou bien est-ce que ça recouvre aussi autre chose? Est-ce que ça dépasse l'idéologie de la négritude, on va dire, quoi. Et puis, deuxième question, on comprend que le livre est une critique, finalement, de la négritude comme concept anti-universaliste, on va dire. Mais est-ce qu'il y a quelque chose à sauver, justement, du point de vue de l'émancipation, qu'a apporté ce concept de négritude, ou pas? La première question, c'est que est-ce que la négritude
était une idéologie. Non, est-ce que, si vous voulez, parce que le titre c'est négritude et négrologue. Bon, le titre Donc, est-ce que initial. les négrologues ce sont les idéologues de la négritude seulement, ou est-ce que c'est les idéologues de la négritude et puis d'autres? Parce que c'est vrai qu'on pourrait penser effectivement que l'université française se mette à faire. Je vais répondre à cette question. Le titre initial du livre c'est Négritude, néghrologue et négritation. Je crois que mon ami Bourgois a trouvé que c'était trop, négritation. Et quand j'ai voulu ajouter négritation, je veux dire, n'est-ce pas, tous ceux qui barbotent, n'est-ce pas, dans le match. Bon, ils n'ont pas réussi. Et donc, on a retiré le négritation. Mais pour moi, c'est tous, non pas seulement les nègres qui parlent de négritation, mais tous ceux qui s'arrogent le droit de parler de négritude pour justifier. Quelque couleur qu'ils aient. Quelle que soit leur couleur. Voilà, moi. Bon, c'est le fonds de commerce. C'est le fonds de commerce. Voilà, donc voilà ma position. Et deuxièmement, pour moi, la négritude ne doit pas être un lieu d'enfermement. La négritude doit être ouverte. Elle doit être ouverte. Et Césaire le dit très bien, n'est-ce pas? Ouvrez la main, parler un homme qui a souffert ce dont a souffert le nègre doit être capable de s'ouvrir, de donner la main, de tendre la main à tout le monde. C'est vouloir l'universel chez moi, dans ma pensée. Voilà, je crois, je vais répondre à votre question. Une dernière question, parce que le temps file. Hein. Donc, Grégory. Il y a un homme dont on n'a pas encore parlé, mais qui apparaît dans le livre. Je voudrais savoir ce que, d'après vous, le livre doit à Fanon. Rien. Non, rien, parce que tout simplement, bon, je suis ça, Fanon, parce que le livre est sorti bien avant Fanon. Non, le livre est sorti presque en même temps que Fanon. C'est-à-dire que Sartre a préfacé ce livre au moment où moi j'écrivais le mien. Mais je n'ai lu le livre qu'après avoir terminé. Mais j'ai eu à prendre des citations pour justifier un certain nombre de choses. Donc, il ne doit rien. Le livre était déjà constitué avant que ça fasse quelque chose. Bon. J'ai rien entendu de l'agrégé là. Ah voilà, je ne sais pas, ils ont été intimidés peut-être, mais je vais vous inviter, s'il n'y a pas d'autres questions, donc à une conclusion, parce que on a promis de ne pas dépasser certains horaires quand même. Donc je ne sais pas, vous avez peut-être... Moi juste... On prend l'avion demain. Voilà, juste une ultime question, mais vous n'y répondez pas si vous voulez, votre conclusion doit porter sur complètement autre chose. Je reviens au tout début de la conversation, on a abordé cette question parce qu'elle est dans l'actualité du débat idéologique actuel en France, c'est-à-dire quid du rapport entre... Vous aviez déjà répondu, donc vous pouvez peut-être vous en passer, mais... ça peut être aussi une conclusion du rapport entre l'idéologie communautaire, identitaire actuelle qui est revendiquée comme supposément progressiste et émancipatrice actuellement par rapport à la manière dont vous faites une critique au sens marxiste de l'idéologie de la négritude. On connaît le problème qu'il y a aujourd'hui. Aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est la mondialisation destructrice. La mondialisation qui tue. Bon, pour moi, voilà mon problème. Mais le reste, n'est-ce pas, que ce soit breton, que ce soit... C'est pas mon problème. Pour moi, c'est une lutte politique contre tout ce qui détruit l'homme. Voilà. Bon, ça me paraît une bonne conclusion. Merci. Merci beaucoup.